Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Baba, expert AdWords Analytics, responsable de la formation des agences membres du programme Google Partners. Nous vous accompagnons au quotidien à travers des sessions de formation en direct sur les sujets autour de la solution publicitaire AdWords, mais aussi sur la solution de mesure d'audience Analytics. Ces formations vous aident à monter en compétences, vous et vos équipes, pour pouvoir proposer des campagnes publicitaires adéquates à vos clients annonceurs. Aujourd'hui, dans la série Découverte, nous continuons sur le sujet du search et nous allons vous donner un aperçu global sur toutes les fonctionnalités du search, qui est un réseau en fait de diffusion des annonces publicitaires Google. Nous l'avons vu dans la formation découverte. Google propose plusieurs réseaux. Vous avez la recherche, le display, le réseau d'affichage, qui comprend en son sein bien entendu YouTube, qui est la vidéo, et aussi le mobile, qu'on peut retrouver aussi bien sur le search que sur le display. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au search. Pendant à peu près 1 heure, nous allons aborder ensemble ces sujets. Les prérequis d'une campagne search. Nous parlerons des tendances du marché publicitaire search. Nous allons vous expliquer un peu plus en détail les notions de score de qualité et de classement d'annonces, plus connu sous le nom de Quality Score et de AdRank. Nous parlerons aussi de la structure d'un compte AdWords, comment choisir vos mots-clés, comment rédiger des annonces pertinentes avec un petit tutoriel, et nous finirons par la mise en place des éléments de mesure. Cette session va durer à peu près 1 heure. Elle sera enregistrée et disponible aussi sur notre site de formation, aussi bien que sur notre chaîne YouTube. Sans plus tarder, les prérequis. Un petit rappel sur la présentation des pages de résultats de recherche. Aujourd'hui, la page de résultats Google, c'est plusieurs formats de réponses. C'est des résultats de recherche, des images, des vidéos, mais aussi des produits. Lorsque vous faites une recherche sur Google, plusieurs types de résultats peuvent se présenter en fonction de la nature de la recherche. On peut avoir des annonces publicitaires, des résultats dits naturels, mais on peut aussi bien retrouver des images, des vidéos, notamment par le biais de YouTube, très souvent, mais aussi sur d'autres plateformes qui hébergent de la vidéo, que vous pouvez retrouver sur les pages de résultats de recherche Google, mais aussi des annonces produits. Donc, le format Search aujourd'hui propose plusieurs types de résultats. La présentation aujourd'hui d'une page de résultats de recherche aujourd'hui, c'est pouvoir retrouver jusqu'à 4 annonces premium. Donc en haut, à droite, il y a quelques années, il y a quelques mois on va dire, donc plus exactement au mois de février, les résultats publicitaires AdWords ont été supprimés à droite. On ne peut plus retrouver aujourd'hui de résultats publicitaires AdWords sur le search à droite. On peut néanmoins retrouver des annonces Google Shopping. Les résultats naturels se retrouvent aujourd'hui directement en bas des résultats de recherche. Donc on peut avoir jusqu'à 4 annonces en premium. Et le reste des résultats, une fois qu'on scrolle ou bien au bas de l'écran, on retrouve des résultats dits naturels. Les liens sponsorisés sont toujours au-dessus des résultats naturels aujourd'hui sur la plupart des pages de résultats AdWords. Sur la plupart des résultats de recherche Google. Cela vous montre encore une fois l'intérêt particulier que vous avez, vous, en tant qu'agence, à conseiller vos clients à se positionner sur ces résultats de recherche. Parfois, selon la nature des requêtes, en fait, il n'est presque pas possible de retrouver un résultat naturel. La page de résultats Google est aujourd'hui un mix de résultats. Tout à l'heure, je vous ai parlé de plusieurs formats de réponses que vous pouvez retrouver sur une page de résultats. En fait, les liens sponsorisés aujourd'hui ne se concentrent plus uniquement sur des résultats dits search, donc des résultats AdWords purs.
Shopping, aujourd'hui, se mêle aussi aux résultats AdWords. Ce qui veut dire que pour une même requête, vous pouvez avoir à la fois un résultat naturel, un résultat AdWords payant, mais aussi un résultat shopping. Et même parfois plusieurs résultats shopping. Sur la même requête, par exemple Timberland, un annonceur peut retrouver plusieurs paires de chaussures de la marque Timberland mises en avant sur les pages de recherche. En même temps, une annonce payante peut aussi se retrouver en plus de ces résultats. Faire donc aujourd'hui de la publicité à travers le search, c'est apparaître à la fois sur Shopping, sur les résultats AdWords, et pouvoir même avoir pour une même requête à la fois plusieurs résultats Shopping en plus d'un résultat en search, un résultat AdWords pur search. Aujourd'hui, il n'est pas possible d'avoir plusieurs résultats AdWords search aujourd'hui sur la page de résultats de recherche. Sur une même requête, l'annonceur ne peut avoir qu'un seul résultat search. Par contre, il peut avoir plusieurs résultats shopping, combinés à son résultat search qu'il avait. Donc la page de résultats aujourd'hui, de plus en plus, mise en place, en tout cas évolutive, de façon à donner beaucoup plus de chances, beaucoup plus de visibilité à des annonceurs qui utilisent en fait les technologies AdWords. Alors, avant de lancer votre campagne AdWords, votre campagne de recherche notamment, qu'est-ce qu'il vous faut faire? Alors, votre client doit avoir une offre et un site web déjà. Donc, si vous n'avez pas d'offre, donc si vous n'avez pas de service ou bien de produit à proposer sur Internet, et si vous n'avez pas de site web, c'est assez compliqué. Donc, il vous faut déjà quelque chose de visible en ligne. Quelques questions à se poser en amont. Est-ce qu'il y a une demande en ligne? Si vous vendez un produit qui n'est pas recherché, il va être difficile de vous positionner en search. Utilisez plutôt le display, faites-vous connaître d'abord, essayez d'acquérir d'abord de la notoriété avant de vous lancer sur une campagne search. Donc il est préférable de commencer d'abord par avoir une offre et un site web. Donc j'ai une offre, j'ai un site web et à partir de ce moment-là, je me lance. Donc je me mets à la place du client et je me pose les questions classiques mais ô combien stratégiques pour la suite. Est-ce qu'il existe une demande en ligne? L'entreprise est-elle compétitive? Le site web est-il ergonomique? Est-ce qu'il existe un objectif de conversion? Est-ce qu'il existe des facilités de paiement? J'entends par facilité de paiement plusieurs solutions pour effectuer un règlement. Ce n'est pas seulement paiement en 12 fois, paiement en 10 fois. L'entreprise est-elle compétitive? Si vous vendez un produit à 1 euro alors que tout le monde le vend à 10 centimes, vous conviendrez avec moi qu'en fait ça va être difficile d'être compétitif à ce niveau-là. Un site web ergonomique, c'est un site web sur lequel l'activité permet en tout cas d'accomplir l'action que vous jugez intéressante ou importante pour votre business. Est-ce qu'on arrive à s'inscrire facilement? Est-ce qu'on arrive à naviguer facilement jusqu'à l'inscription ou bien jusqu'à l'enregistrement ou bien jusqu'à la demande du devis? Donc, ce sont des questions de ce type qu'il va falloir se poser. Donc, posez-vous régulièrement des questions de ce type et à partir de ce moment-là, dites-vous bien, est-ce que l'objectif de conversion existe? S'il n'existe pas, est-ce que je peux imaginer un objectif de conversion? Autre piège à éviter, ce sont ces fameux clients qui viennent vous voir en vous disant, voilà, je veux faire AdWords, je veux avoir de la visibilité en ligne, vous leur demandez leur historique de performance, ils vous diront, oui, j'arrive à faire des ventes. Ils ne vous diront jamais quel chiffre d'affaires, ni combien de ventes par mois, ni combien de ventes sur l'année écoulée. Vous allez fournir tous les efforts possibles, en fait, vous ne ferez pas de vente. Alors, AdWords est presque un miracle, mais n'est pas toujours un miracle. Pourquoi? Parce que si toutes les autres sources de trafic n'ont jamais généré la moindre vente, la question qu'il faut se poser, elle n'est pas au niveau du trafic. Il y a peut-être des goulots d'étranglement au niveau du processus de conversion. Il y a peut-être des stratégies de prix ou de marketing de marque qui ne sont pas forcément abouties, que le client met en place, que vous ne maîtrisez pas forcément, que vous ne pouvez pas changer. Et ce n'est pas AdWords qui va changer la donne à ce niveau-là. Donc si le site n'a jamais généré de conversion par un quelconque canal, il va être difficile d'en générer par AdWords. Donc mettez-vous à la place du client et posez-vous des questions stratégiques pour la suite. Les prérequis pour lancer une campagne AdWords. Alors, commencez par définir les objectifs. Que souhaitez-vous faire? Est-ce que vous souhaitez vendre, vous faire connaître, générer des contacts, etc. Quel est l'objectif? À partir de ce moment-là, une fois que le client vous a donné ses objectifs,
vous pouvez commencer à imaginer en fait comment proposer une campagne search. Donc sur quel type de mots-clés, sur quelle nature de mots-clés, quels sont les types de pages de destination que vous pouvez promouvoir, les types de pages de destination sur lesquelles vous pouvez vous positionner. À partir de ce moment-là, vous allez vous poser les questions, les bonnes questions. Ensuite, la concurrence. Étudier les sites des concurrents, analyser leur présence sur Google. Qui sont mes concurrents? Que font-ils sur Google? Quels sont les produits qu'ils proposent? Quels sont les services qu'ils proposent? À partir du moment où j'ai accès à ces informations, donc je vais définir précisément la cible. Donc je connais les concurrents et je sais maintenant, en fait, en fonction de la stratégie des concurrents que j'ai pu analyser, est-ce que j'ai la possibilité de cibler certains pays, certaines zones géographiques, les mêmes mots-clés qu'eux, pas les mêmes mots-clés, ça va me coûter trop cher et je commence à dérouler ma stratégie. La présence sur les différents appareils. Est-ce que je veux être présent sur l'ordinateur, le mobile et la tablette? Ordinateur et tablette vont de pair. Je ne veux pas les dissocier. Mais pour le mobile, je peux décider d'apparaître sur le mobile ou pas. Alors aujourd'hui, c'est devenu presque indispensable. Alors il y a des évolutions qui sont attendues cette année, notamment à ce niveau-là. Mais en l'état, vous ne pouvez pas dissocier les ordinateurs des tablettes. Ensuite, vous allez estimer le budget à investir sur les différents types de campagnes. Ma campagne est lancée, mon budget est défini, je dois l'investir sur plusieurs types de campagnes, je dois me lancer très bientôt, je me pose des questions. Combien ça doit me coûter? Mon client m'a donné 5 000 € de budget. Oui, effectivement, j'ai 5 000 € de budget, mais est-ce que je peux utiliser les 5 000 € de la même façon? Est-ce que je peux les mettre sur la même thématique? Est-ce que je peux les utiliser de la même façon? Pas toujours, pas forcément. Et une fois que j'ai défini cela, il me faut maintenant définir une stratégie pour gérer la campagne. Alors, je vends des lunettes de soleil. Le mois de janvier et le mois de mai ou le mois de juin ne sont pas les mêmes mois. Quoique en janvier, on peut décider d'aller faire le ski avec de belles lunettes de soleil. Posez-vous la question. Quelle est la stratégie? Quels sont les temps forts? À quel moment je dois mettre plus de budget ou moins de budget? Est-ce que c'est la bonne période ou pas? Quelles sont les annonces qui parlent le plus aux personnes? Réfléchissez à ces questions-là. Et maintenant que vous avez répondu à toutes ces questions-là, proposez une stratégie complète à votre client. Donc, posez-vous toutes ces questions, détaillez votre campagne, parce que si vous devez gérer une campagne sur le long terme, sur l'année, en fait, les investissements ne seront pas les mêmes, parce que les saisonnalités ne seront pas les mêmes, les mots-clés ne sont pas recherchés de la même manière tout au long de l'année. Alors, quelques chiffres pour vous donner un aperçu du marché publicitaire du search, notamment en France. D'abord, la part de marché des moteurs de recherche en France. Alors, en part de recherche, on parle de 94%, mais en part de marché, on parle de 93%. Donc, plus de 93% des requêtes aujourd'hui, en termes d'investissement publicitaire, se font sur Google. Et on voit les concurrents qui suivent derrière, comme vous pouvez le voir à l'écran. En 2015, quel était l'état du marché du search en France? On parle de recettes très importantes. Les médias ont parlé de 12 milliards de recettes, 12 milliards d'euros. Légère baisse par rapport à 2014. Les annonceurs, on parle de près de 30 milliards de dépenses. Donc auprès des dépenses des annonceurs. Une légère baisse aussi de 0,8%, moins d'1% par rapport à 2014. Et lorsqu'on va regarder en fait, les recettes publicitaires des médias ont baissé, les dépenses des annonceurs ont baissé. Par contre, au niveau des investissements publicitaires, on a des surprises au niveau de la croissance. Légère hausse pour le cinéma en France, légère hausse pour Internet en France. En fait, non, ce n'est pas une légère hausse. On va dire plutôt très forte hausse en France. On voit des chutes aux alentours de 7% pour le courrier publicitaire et les annuaires. Et on constate une évolution de plus de 5% au niveau des investissements publicitaires sur le média Internet. Il n'y a pas autant de croissance. Regardez bien sur l'écran, en fait, vous ne voyez pas en fait un levier publicitaire qui a connu autant de croissance qu'Internet. Alors qu'on pense être déjà au top du top sur Internet en termes d'investissement. Eh bien, les annonceurs délaissent de plus en plus des médias dits traditionnels au profit d'Internet.
Et dans cette grande messe de la publicité sur Internet, on retrouve en fait une bonne partie des investissements directement sur le search. Le search domine aujourd'hui les investissements. La progression est de 6% sur l'année 2015 sur la communication offline, donc on l'a vu tout à l'heure, c'est 1,8%, va afficher un chiffre d'affaires net au-delà des 3 milliards d'euros. Et on s'aperçoit qu'en fait, le search domine en fait en termes d'investissement. On va investir de plus en plus sur le search. Le display rattrape en tout cas son retard depuis quelques années en ayant une croissance beaucoup plus forte face au search, certes, mais le search représente le plus en fait. Le search va représenter 56%, le display 33%. Par contre, en termes de croissance, le search a eu une croissance de 4% par rapport à l'année d'avant et le display a eu une croissance de 10% comme on le voit ici à l'écran. Alors, les autres leviers avancent difficilement, mais le search garde une très bonne croissance. Le search garde une bonne croissance. Attention, le display arrive aussi. On parle d'une croissance qui dépasse aujourd'hui le milliard en France. Le milliard d'euros investis. Pour en revenir à AdWords. Dans cette partie, nous allons vous présenter de façon générale le fonctionnement d'AdWords. Comment fonctionne AdWords? En fait, le système de fonctionnement classique le plus connu aujourd'hui chez AdWords, notamment en search, est le CPC. Pourquoi? Parce que le CPM que nous avons vu sur les formations découvertes de façon générale n'existe que pour le display. Il n'existe pas en search. Donc aujourd'hui, nous sommes sur une formation search, on va parler notamment du CPC. Alors, qu'est-ce que le CPC? Le CPC, c'est pas le coût par clic. Donc, vous déterminez une enchère. L'enchère, c'est un montant maximal que vous êtes prêt à payer pour chaque clic sur une annonce publicitaire qui renvoie vers votre site internet. Ce qui veut dire que vous ne payez effectivement que pour des personnes qui ont cliqué sur la publicité pour arriver sur votre site internet. AdWords fonctionne grâce à plusieurs autres informations aussi. Notamment l'AdRank qui est le classement de l'annonce. Alors, comment fait Google pour déterminer qui est premier, qui est deuxième au niveau des annonces? Le classement de l'annonce est calculé en fonction de la combinaison de plusieurs critères. Votre enchère, c'est-à-dire le montant que vous êtes prêt à payer. La qualité de vos annonces et de vos sites web. Donc la relation d'adéquation qu'il y a entre vos annonces et votre site web. Et l'impact estimé de vos extensions d'annonces et autres formats d'annonces. Ça veut dire quoi au global? Alors ça veut dire concrètement que lorsque Google détermine qui est premier, qui est deuxième, qui est troisième, Google ne s'est pas seulement appuyé sur votre enchère. Donc, il y a deux choses qui sont récompensées. D'un côté, votre enchère, donc le montant maximal que vous êtes prêt à payer, mais de l'autre aussi, la qualité de votre annonce, c'est-à-dire le niveau de qualité, le score de qualité de votre annonce. Le niveau de qualité, il comprend plusieurs choses. Est-ce que le message publicitaire que vous avez mis en avant est en relation exacte avec le mot-clé qui l'a déclenché, mais aussi, est-ce que la page de destination vers laquelle vous renvoyez est en adéquation avec le message que vous avez mis en avant? Donc cela détermine un niveau de qualité qui est une note affichée, qui va s'afficher entre, on va dire, entre 1 et 10. Donc cette note, multipliée par l'enchère, donne un certain nombre de points, et à partir de cela, Google détermine qui est premier, qui est deuxième, qui est troisième. Ce qui veut donc dire que si vous avez un score de qualité très pauvre, vous devez vous rattraper par une enchère élevée. Si vous n'avez pas les moyens de payer une enchère élevée, eh bien rattrapez-vous plutôt sur le score de qualité. Optimisez votre compte, optimisez votre annonce, et des annonces performantes, rentables, efficaces, pertinentes. Alors, qu'est-ce qu'une annonce pertinente? Le niveau de qualité, comment fonctionne-t-il? Alors, j'ai un mot-clé. J'ai réservé aux enchères le mot-clé t-shirt Bob l'éponge. C'est une combinaison de mots qui constitue un mot-clé. J'ai mis un message adapté. Qu'est-ce qu'un message adapté? Donc, je parle sur ma publicité t-shirt Bob l'éponge. J'ai fait en sorte que sur ma publicité, on voit clairement que je parle en fait de t-shirt Bob l'éponge. Donc ma publicité s'adresse à des personnes qui recherchent des t-shirts Bob l'éponge. Je leur parle en titre de ce contenu, donc t-shirt Bob l'éponge. Tous les modèles
sont disponibles, livraison offerte, je mets des extensions, je mets un code promo, je mets des extensions d'annonce pour proposer d'autres typologies de produits et je redirige surtout vers la page avec un contenu adéquat. Je ne les renvoie pas sur un autre format de t-shirt, mais exactement sur le t-shirt Bob l'éponge. Donc Google estime que j'ai très bien fait mon travail et j'ai une note de qualité optimale. Donc ce score de qualité, en fait, multiplié par l'enchère, donc le CPC max, donne un certain nombre de points. À l'écran, nous avons 3 annonceurs. L'annonceur A, l'annonceur B et l'annonceur C. Alors, ils sont différents. En quoi sont-ils différents, ces 3 annonceurs? En fait, l'annonceur a décidé de dire qu'en fait, il correspond exactement, comme on l'a vu tout à l'heure, à un message qui va correspondre à son site web, qui est en adéquation avec le mot-clé qui a été réservé. Il obtient un certain nombre de points. Google lui donne, par exemple, un score de qualité de 8. Mais lui, il décide de ne payer que 1 euro, pas plus. Donc, son enchère, il se dit à Google, voilà, moi, je ne veux pas payer plus d'1 euro. L'annonceur B fait le même parti pris, fait le même choix. Je ne veux pas payer plus d'1 euro. Par contre, il a fait un excellent travail au niveau du score de qualité, des mots-clés bien choisis, des annonces excellentes, très pertinentes, et une page destination parfaite. Google lui donne la note maximale de 10. Donc ça lui fait 10 points. Google multiplie le CPC par le score de qualité. L'annonceur numéro C, l'annonceur C plutôt, donc le troisième annonceur, lui il a un budget beaucoup plus conséquent, il a des moyens beaucoup plus conséquents. Il décide de payer plus de 2 fois plus le mot-clé. Lui il donne à Google une enchère de 2,35 €. Il dit voilà, tout le monde paye 1 euro, moi je paye 2,35 €. Par contre, il n'a pas pris le temps de bien choisir ses mots-clés, de bien rédiger ses annonces, de renvoyer vers la bonne page de destination. Et finalement, il a un score de qualité de 3. Donc, lorsqu'on fait la multiplication CPC par score de qualité, on tombe sur un certain nombre de points. Et l'annonceur C, malgré son score de qualité hyper élevé, malgré son CPC max hyper élevé, a 7 points finalement. Il se retrouve troisième. Donc, ceci prouve encore une fois qu'en fait, Google ne récompense pas seulement en fait, le montant que vous voulez investir. Il récompense aussi l'effort de qualité que vous avez fait. Et il récompense d'ailleurs plus l'effort de qualité. Malgré un CPC, une enchère en tout cas plus de 2 fois plus élevée que ses concurrents, il n'arrive pas à les dépasser en fait. Parce qu'il n'a pas fait le travail qu'il fallait au niveau du score de qualité. Donc vous, en tant qu'agence partenaire, votre travail au quotidien, c'est d'améliorer votre score de qualité pour arriver à payer un CPC moins cher afin que le budget de votre client soit économisé ou tout simplement soit dépensé de façon efficiente. C'est-à-dire que avec le même budget, vous faites mieux parce que vous avez réussi à économiser sur les CPC. Nous en venons maintenant à la structure d'un compte AdWords. Comment est présenté un compte AdWords? Comment est structuré un compte AdWords? Dans AdWords, vous pouvez directement configurer votre compte en organisant en fait les campagnes en fonction des éléments qui sont pertinents pour vous. Vous allez identifier par exemple les annonces qui génèrent les meilleures conversions. Améliorer votre métier du budget, notamment en affectant les budgets selon les campagnes. Un compte AdWords bien structuré est un compte qui répond en fait aux besoins de l'annonceur concrètement. Vous vendez des téléphones et des tablettes. Votre client vend des téléphones et des tablettes. Vous avez une campagne téléphone, une campagne tablette. Mais au sein de la gamme des téléphones, en fait, il y a des téléphones qui se vendent très bien. Le Nokia 3310, je suppose qu'il ne se vend plus. Peut-être qu'il se vend encore, je ne suis pas sûr. Supposons qu'il ne se vend plus. Eh bien, pourtant, vous l'avez dans une campagne. Vous lui avez attribué un groupe d'annonces avec une certaine enchère, mais en fait, il n'y a pas de volume là-dessus. Et pourtant, Google lui réserve du budget tous les jours. Le Samsung Galaxy S7 se vend très bien, mais avec le temps, au fil du temps, en fait, il n'a pas assez de budget. Pourtant, il y a du budget qui est gardé pour un téléphone qui ne se vend plus. L'idée, c'est de se dire, eh bien, je vais faire évoluer ma campagne, la structure de telle sorte que mes campagnes reflètent exactement non seulement la structure de mon site, mais aussi la rentabilité, le besoin de mes annonceurs, la tendance aussi du moment. Ce n'est pas parce que mon site propose des Nokia 3310, forcément, que mes campagnes contiendront forcément des groupes d'annonces Nokia 3310. Oui, si c'est efficace, mais si je suis en limite de budget, il faut s'en séparer, ou bien les déplacer sur d'autres groupes d'annonces, ou bien sur d'autres campagnes, pour attribuer le budget
essentiellement à la campagne qui fonctionne et à la campagne qui est rentable, ou bien au groupe d'annonces, ou bien aux mots-clés qui sont rentables. Donc, on garde à l'esprit que la structure du compte au niveau de la campagne, c'est d'abord pour des notions de budget. Et le budget, il est attribué à la campagne. Donc, si au sein de ma campagne, j'ai des groupes d'annonces qui pratiquement ne servent à rien, ils sont peut-être en train de consommer du budget qui aurait été mieux utilisé en fait si la campagne ne contenait que des groupes d'annonces intéressants ou performants. La campagne, c'est aussi pour régler la zone. Je peux décider d'avoir une campagne qui s'adresse à la fois à la France, à l'Angleterre et à la Belgique. Mais au sein de ma campagne, je ne peux pas décider que ce groupe d'annonces c'est pour la France, l'autre c'est pour la Belgique, l'autre c'est pour l'Angleterre. Ce n'est pas possible. Donc, la campagne gère un budget, gère une zone géographique, une langue, des appareils, des réseaux, etc. Au sein de la campagne, j'ai plusieurs groupes d'annonces, donc des ad groupes. Ces groupes d'annonces, donc, je peux gérer en leur sein non seulement les enchères, donc le montant maximal que je suis prêt à payer par mots-clés inclus, mais aussi mes annonces publicitaires. Et même les mots-clés que je mets en leur sein. Donc, on garde à l'esprit que le choix stratégique, budget, zone, langue, appareil, se fait au niveau de la campagne. Au groupe d'annonces, on passe plutôt à la gestion des mots-clés, des annonces, mais aussi des enchères. L'enchère, je le rappelle, c'est le montant maximal que vous êtes prêt à payer. Vous pouvez le choisir par mot-clé, mais aussi par groupe d'annonces. Ce qui veut dire que sur votre groupe d'annonces, si vous avez mis une enchère, cette enchère va s'appliquer à tous les mots-clés qui sont contenus dans ce groupe d'annonces. Segmenter un compte aujourd'hui vous permet d'avoir une gestion fine du budget. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous vos produits n'ont pas la même rentabilité. Il est un tout petit peu dangereux de dire j'ai 1000 euros de budget, je vends des voitures, je vends des mobylettes, je vends des vélos, et je vends des tracteurs agricoles, je vais mettre 250 euros partout. Pourquoi? Parce que peut-être que les tracteurs ne vous rapportent pas la même rentabilité que les voitures ou bien que les vélos. Pourquoi mettre 250 euros partout alors que vous n'avez que 1000 euros de budget? Peut-être que ce n'est pas la même volumétrie. Donc, si vous voulez être rentable, essayez de segmenter votre compte ou bien la structure de votre compte au niveau du budget, au niveau de la classification, aussi en fonction de vos objectifs de rentabilité. Vous avez une campagne qui est héroïste, qui doit en fait dépenser tout pendant qu'elle est rentable, qui doit s'arrêter de dépenser si elle n'est plus rentable. Donc, quel est le budget en fait en fonction de la rentabilité de cette campagne? De l'autre côté, vous avez aussi une campagne qui marche très bien, mais qui a des objectifs de branding plutôt. Donc l'objectif, ce n'est pas forcément la rentabilité, c'est voilà, s'exposer, avoir beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus d'impression, maximiser en fonction de cela. Donc vous ne pouvez pas mixer des objectifs au sein d'une même campagne. La campagne ne peut pas viser à la fois des objectifs de branding et de CPA. Vous pouvez par contre avoir plusieurs campagnes qui visent les mêmes objectifs. Et d'ailleurs, il y a une évolution qui est attendue très bientôt sur AdWords qui vous permettra de pouvoir mettre en fait ensemble, en termes d'analyse et de reporting, toutes les campagnes qui ont les mêmes objectifs ensemble. Donc lorsque je fais mon reporting, toutes mes campagnes qui visaient le CPA, je les mets ensemble, les campagnes qui visaient les ROI, je les mets ensemble, les campagnes qui visaient le branding, je les mets ensemble. Gérez votre budget aussi selon les leviers. Le search, c'est pour de la réponse directe. Le display, c'est peut-être pour de la notoriété, ou le remarketing, ou la vidéo sur YouTube. Donc, ayez une campagne YouTube, une campagne search, une campagne display, une campagne de remarketing. Ça vous permet de savoir exactement où est-ce que vous allez investir. Les zones géographiques et les langues. Alors, mon produit, je le vends en France, en Belgique et en Suisse. Est-ce que j'ai la même rentabilité dans les 3 pays? Pas forcément. En Belgique, j'ai peut-être 2 petits concurrents. En France, j'en ai 10. En Suisse, j'en ai 5. Est-ce que je peux avoir la même stratégie selon les pays? Non, pas forcément. Est-ce que je peux dépenser la même chose? Peut-être que les frais de port ne me coûtent pas les mêmes tarifs. Peut-être que je n'exporte pas toujours de façon rentable. Donc, je peux décider de communiquer sur certains produits selon les pays. Donc, je peux avoir une campagne pour une zone géographique avec uniquement certains produits. Alors que si dans une seule campagne, je veux cibler toutes les zones géographiques, peut-être que je suis en train d'annoncer avec des produits qui ne sont pas rentables, par exemple, en Suisse. Réfléchissez vos campagnes aussi par rapport à la saisonnalité. Si vous avez mis les crèmes solaires et les crèmes mains dans la même campagne, eh bien votre budget, pendant l'été, il est consommé majoritairement par certains produits et pendant l'hiver par d'autres. Alors que si vous avez des campagnes différentes, vous pouvez déterminer en fait à quel moment vous attribuez votre budget. Organisez aussi votre compte en fonction des phases de recherche. Quelqu'un qui a tapé par exemple Volkswagen d'occasion bleu et celui qui tape voiture d'occasion. Moi, je vends des Volkswagen d'occasion.
Alors, est-ce que je suis prêt à investir la même chose entre voiture bleue ou bien voiture d'occasion et Volkswagen d'occasion bleue? C'est différent. Je suis prêt, beaucoup plus prêt à payer en fait plus cher ou bien je suis prêt à mettre plus de budget sur des mots-clés qui sont plus proches de mon activité. Donc, je dois avoir des campagnes différentes pour gérer des budgets de façon différente. Donc, segmentez votre compte en plusieurs campagnes pour justement mieux gérer le budget que vous allez investir sur AdWords. Ici, nous avons l'exemple parfait d'un site qui est un magasin de meubles qui peut inclure des sections distinctes pour chaque type de produit. Meubles pour chambre, meubles pour salle à manger, etc. Cet annonceur a un seul compte, il a plusieurs campagnes, donc deux campagnes. Deux campagnes. Et au sein des deux campagnes, il a deux groupes d'annonces dans chacune des campagnes. Table basse et table salle à manger. Convertible et lit grande taille. Donc il peut gérer en fait ses budgets par campagne, mais aussi au niveau des groupes d'annonces. Et surtout, cette configuration lui permet dans le temps de pouvoir éventuellement se dire, au sein de la campagne qui regroupe les tables basses et les tables de salle à manger, les tables de salle à manger sont plus rentables. Donc si je mets 500 euros dans cette campagne, mieux vaut la diviser en deux et avoir par exemple 400 euros sur les tables de salle à manger et 100 euros uniquement sur les tables basses. Ça me fait encore une autre campagne. Donc la réflexion de la structure du compte, elle peut être évolutive pour mieux gérer votre budget. Au début, je fais cette configuration et au fur et à mesure que j'avance, je vois là où je suis le plus rentable. Je peux déplacer en fait et créer de nouvelles campagnes pour justement mieux gérer mon budget. Qui dit réseau de recherche, qui dit search sur AdWords, dit forcément choix de mots-clés. Alors, comment choisir ces mots-clés? C'est souvent la question que l'on se pose tous lorsqu'on lance une campagne AdWords. Alors, sur quels mots-clés je dois me positionner? Il me coûte cher, il ne me coûte pas cher. Est-ce qu'ils sont rentables? Est-ce que je prends tout ce que l'outil me suggère? Où est-ce que je vais les trouver? Alors, je vais vous donner quelques astuces. On va commencer par trouver des idées de mots-clés. C'est le point de départ. Mettez-vous à la place d'un internaute qui cherche votre produit, qui est censé trouver votre service, et imaginez en fait les mots-clés qu'il est censé taper sur le moteur de recherche pour trouver votre produit. Mettez-vous donc à la place d'un internaute en train de faire une recherche sur le web. Vous analysez l'activité de votre client et son marché cible, vous étudiez les sites de ses concurrents et vous effectuez des recherches dans Google et regardez les suggestions qui vous sont faites. Donc notamment, lorsque vous allez sur l'onglet suggestions, tout à fait en bas, d'une page des résultats, vous pouvez voir en fait des requêtes qui sont connexes ou bien qui sont proches. En tapant le mot-clé, vous pouvez identifier aussi des mots-clés qui sont proches. Vous avez aussi des outils qui vont vous permettre de générer des idées de mots-clés. Vous avez l'outil de planification des mots-clés, anciennement Keywords Planner. Vous avez Google Trends, qui va vous donner des tendances, mais aussi des suggestions de recherche. Et vous avez l'interface AdWords de création de groupes d'annonces. Lorsque vous créez un groupe d'annonces, vous avez une interface qui vous permet notamment de créer des mots-clés. Cette interface vous donne aussi des idées de mots-clés. Et enfin, vous avez Google Search Console, anciennement Google Webmaster Tools. Alors, pour cette formation qui est une formation découverte, nous allons nous intéresser aux trois premiers niveaux. Alors, lorsqu'on va chercher l'outil de planification, on va saisir un ou plusieurs éléments dans les champs à compléter. Donc, je vais mettre des mots ou des expressions. Donc, je mets les mots-clés qui m'intéressent, ou je mets l'URL d'une page de mon site web, ou tout simplement une catégorie. Je choisis mon ciblage et je clique en bas sur le bouton obtenir des idées. Et à partir de ce moment-là, Google va faire soit l'analyse de son écosystème pour trouver des mots-clés connexes par rapport aux mots-clés que j'ai déjà fournis, ou bien une analyse de mon site web en trouvant des mots-clés qui sont en relation avec les produits ou les services qui sont vantés sur les pages dont j'ai fait, les pages pour lesquelles en fait j'ai renseigné l'URL directement sur cet outil de planification. Et Google va m'afficher des idées de mots-clés et je peux voir de cette liste en fait les outils que je vais prendre, les mots-clés que je vais choisir. Et je retrouve des mots-clés, des volumétries de recherche, des niveaux de concurrence, des tendances au niveau des coûts par clic, des idées de mots-clés supplémentaires que je peux rajouter et je commence en fait à me dire, à vouloir planifier ma campagne, à me dire voilà, voici les mots-clés que Google me suggère, voici ceux que je prends, voici ceux dont je me sépare pour X raisons, voici ceux qui sont prioritaires pour moi et je peux commencer à créer mon plan de campagne. Lister des mots-clés via l'outil de planification me permet aussi d'avoir des informations sur les tendances prévisionnelles en termes de coûts. J'ai choisi des mots-clés et le système me permet notamment de voir en termes de clics ou de budget ce que je peux avoir. Google m'annonce qu'avec cette liste de mots-clés,
je suis capable d'avoir tel volume de clics, telle tendance de recherche et tel coût exactement. Alors, cet outil est intéressant dans la mesure où, avec un budget, avec une estimation de CPC, je peux savoir à peu près combien de clics je suis susceptible d'obtenir. Alors, soyons prudents avec, cela reste des estimations. Ce ne sont pas des statistiques à 100% fiables, c'est des estimations qui peuvent varier en fonction de la saison, en fonction de la concurrence. Si demain vous lancez votre campagne, un concurrent arrive, vous n'aurez pas forcément la même chose, mais ça vous donne déjà une idée de ce sur quoi vous allez arriver si vous lancez la campagne en l'état. Cette liste de mots-clés, vous pouvez ensuite l'exporter sur un fichier. Moi, je vous recommande vivement de l'exporter via notamment Google Drive ou un fichier Excel si vous utilisez encore Excel. Ça vous permet notamment de retrouver une statistique, une liste statistique de mots-clés avec des tendances que vous pouvez ensuite trier. Autre outil, Google Trends. Lorsque je recherche un terme, j'arrive à voir en fait la tendance évolutive. Chaussures hommes, je regarde l'intérêt dans le temps. Donc depuis 2004, j'arrive à voir en fait comment l'intérêt pour les chaussures pour les hommes a évolué. Et je vois les pics dans l'année. Surprise, je rajoute en comparant chaussures femmes et je me rends compte que finalement, tout porte à croire que les femmes recherchent plus en tout cas des chaussures que les hommes. Ou tout simplement, en tout cas, peut-être que ceux-ci sont des hommes qui recherchent pour leurs épouses. En tout cas, chaussures femmes est beaucoup plus recherché que chaussures hommes. Je vois la tendance, je vois l'évolution, je vois le gap, la différence. Eh bien, si je vendais des chaussures hommes et des chaussures femmes, j'avais 1000 € de budget, je sais que la recherche se fait plus sur les chaussures femmes, eh bien, je ne vais plus faire 500, 500. Et je vais me dire que je vais faire peut-être 700, 300 ou bien 600, 400 pour voir comment ça va évoluer. Parce que je n'ai plus le même volumètre. Je peux découvrir aussi des termes associés. Et là aussi, je vais faire mon tri. Je ne récupère pas tout. Tout n'est pas forcément pertinent. Il y a des marques qui ne m'intéressent pas, il y a des requêtes associées qui ne m'intéressent pas. Je ne récupère que ce qui semble être intéressant pour mon activité. Une fois que Google m'a fait des suggestions, m'a fait des propositions, je vais passer maintenant à la sélection des mots-clés. Google m'a fait plusieurs propositions, maintenant je dois sélectionner des mots-clés. J'utilise un fichier de type Excel ou Google Drive et je vais regrouper les mots-clés en sous-thématiques afin de définir des groupes de mots-clés qui sont proches. Google m'a fait un inventaire de mots-clés. En analysant l'écosystème, j'ai utilisé divers outils, j'ai regroupé des mots-clés. Maintenant, je vais essayer de les organiser, soit en couleur, en termes de mots-clés connexes. Je vends des chaussettes, chaussettes noires, chaussettes bleues, chaussettes de couleur, chaussettes blanches, chaussettes hommes, chaussettes femmes. J'essaie de les organiser de façon à ce qu'ils soient tous un tout petit peu cohérents. Les mots-clés qui sont proches, je les range de telle sorte à avoir des groupes d'annonces conséquents. Et comme Google m'avait fait plusieurs suggestions, je n'ai pas tout pris. J'ai fait mon listing, maintenant il va falloir que je les repasse dans l'outil de planification pour estimer leur potentiel. Maintenant que j'ai fait mon tri, parce que j'ai utilisé plusieurs outils, tous les outils ne m'ont pas donné des volumes. Par exemple, Google Trends ne m'a donné que des tendances, pas des volumes. Je les remets dans l'outil de planification avec ces mots-clés-là pour voir maintenant sur quoi je vais me concentrer. Quels sont les mots-clés prioritaires, quels sont les mots-clés qui ne sont pas prioritaires. À partir de ce moment-là, donc, je vais écarter les mots-clés qui n'ont rien à faire avec mon activité, qui n'ont rien à voir avec mon activité, ou qui ne sont pas prioritaires, ou bien qui sont parfois trop chers pour mon business. Je peux tout simplement décider de dire que ce mot-clé, il est peut-être intéressant, mais il est tellement concurrentiel que mon client n'a pas le budget, je décide de m'en affranchir pour le moment, je vais avancer sans. En fonction des résultats que j'aurai, peut-être que je reviendrai en arrière. C'est une possibilité que j'ai. Donc, on garde à l'esprit que rechercher des mots-clés, ce n'est pas forcément se dire « je vais me positionner sur tous les mots-clés ». Je peux décider de dire que voilà, je sais que tous les mots-clés sont importants, tous sont intéressants, mais pour des raisons de stratégie, je me concentre sur certains mots-clés et avec le temps, peut-être que je vais revenir en arrière, en corriger d'autres, en modifier, en rajouter d'autres. C'est tout à fait possible. Petit exercice qu'on va faire ensemble ici. Nous avons aussi le cas concret d'un annonceur qui vend exclusivement des chaussettes de ville en ligne, de couleur et haut de gamme. Il a fait son travail de recherche de mots-clés pour avoir des idées de mots-clés avec les outils que nous avons vus ensemble. Et Google lui a suggéré les 9 mots-clés que vous voyez à l'écran. Alors, est-ce qu'il va garder tous les mots-clés? Est-ce qu'il y a des mots-clés qui ne sont pas adaptés selon vous? C'est possible. La chaussure de ville, chaussettes de ville, chaussettes de sport,
chaussettes à motif, chaussettes rouges, acheter des chaussettes en ligne, chaussettes de couleur, chaussettes pas chères, chaussettes blanches, alors que lui, il vend des chaussettes de ville en ligne, de couleur et haut de gamme uniquement. Donc on commence à identifier déjà des mots-clés qui, quand bien même sont pertinents, mais ne sont pas intéressants pour son secteur d'activité. Je le rappelle, les outils que nous avons vus tout à l'heure sont des estimatifs, des outils automatisés qui se basent en fait sur l'écosystème Google au global, les tendances de recherche, sur l'évolution des mots-clés, mais ne reflètent en rien en fait votre business à 100%. Donc c'est à vous de voir dans cette liste qui vous est proposée par Google ce qui répond réellement à votre besoin. Et l'annonceur, donc, ayant expliqué son contexte commercial à l'agence parteneuse a fait son travail de tri et a automatiquement exclu les mots-clés grisés que vous voyez à l'écran. Donc il a décidé de se concentrer sur chaussettes de ville, rouge, chaussettes en ligne, couleur. Donc pas cher, chaussettes tout court, sport, tout ça, en fait, ce n'est pas du haut de gamme, ce n'est pas des chaussettes de ville. Donc il s'en sépare. Et pourtant, à la base, tous les mots-clés étaient des mots-clés qui avaient trait à la vente de chaussettes. Mais finalement, on choisit que d'en garder certains pour répondre exactement au contexte de l'annonceur. La segmentation d'un compte AdWords. Alors, un compte AdWords peut être segmenté, comme on l'a vu tout à l'heure, par plusieurs niveaux. Nous allons nous intéresser ici à la segmentation par phase de recherche. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? De façon beaucoup plus exacte, en fait, les mots-clés n'ont pas tous la même valeur. C'est-à-dire que les internautes ne se situent pas forcément à la même phase de réflexion, au même niveau de maturité lorsqu'ils font une recherche de mots-clés. Je vends des casques moto. Effectivement, j'ai plusieurs profils de clients potentiels. Ils recherchent tous des casques moto. Certains recherchent tout simplement casque moto, d'autres précisent casque moto pour hommes. Certains précisent la marque, Shure. D'autres précisent le modèle Multitech. Certains vont jusqu'à préciser en fait la marque, le modèle et même le site, le nom de mon site internet. Donc si je dois mettre des niveaux de priorisation en termes d'enchères ou bien en termes d'investissement, il est intéressant donc de regrouper ces mots-clés par groupe d'annonces mais aussi par campagne. Je suis prêt à payer par exemple 3 € le clic. Mais je ne vais pas payer 3 € pour tous les mots-clés. Donc les internautes les plus proches de la phase d'achat, par exemple la campagne en jaune, ceux qui ont même précisé le nom de mon site internet, je suis prêt à mettre beaucoup plus cher parce que je sais qu'ils cherchent exactement le produit dont je fais la promotion et ils veulent aller sur mon site internet. Donc j'essaie de battre tous mes concurrents, j'essaie d'être devant. Je paye le maximum possible. Et pour les autres, je vais payer moins cher. Par exemple, 2 € pour ceux qui ont juste précisé la marque et le modèle. 1,50 € pour ceux qui ont précisé la marque. Et ceux qui sont restés sur de façon générique, je paye 1 €. Donc il faut avoir cette approche de se dire tous les mots-clés sont intéressants, mais ils n'ont pas tous la même valeur. Donc je ne vais pas leur attribuer en fait la même valeur en termes de gestion. Donc gardez à l'esprit ce modèle de gestion au quotidien, pour vous permettre au quotidien en fait de pouvoir faire évoluer vos campagnes de sorte à répondre en fait exactement aux besoins des internautes, mais aussi à la stratégie de l'annonceur pour ne pas dépenser de l'argent en fait sur des leviers ou bien sur des contextes sur lesquels en fait votre annonceur n'est pas capable de gagner de l'argent. Combien de campagnes à développer pour des thématiques mots-clés et ses ciblages, selon vous? Ici, on est dans un objectif de vente. L'annonceur cible Paris-L'Île-de-France et il cible aussi la France hors la région parisienne, donc hors l'Île-de-France. Il vend plusieurs produits. Alors, 2 campagnes à la base, exactement, c'est une possibilité. 4 campagnes, c'est une possibilité. Mais on peut aller plus loin. On peut ne pas se limiter uniquement à la zone géographique, une campagne Paris, une campagne France hors Paris. On peut faire 8 campagnes en fait. Paris casque moto, Paris vêtements moto, Paris blouson moto, Paris casque homme modulable, on peut le faire. Et la France hors Paris. Peut-être qu'il n'a pas la même rentabilité dans Paris et en région. Donc on peut aller jusqu'à 8 campagnes. Pour essayer exactement, parce que peut-être que je n'ai pas la même rentabilité entre les casques moto et les blousons moto. Si l'annonceur n'a pas la même rentabilité, pourquoi mettre autant le même budget dans la même campagne? Donc séparer les budgets. On peut mettre ici 1 € par jour et là-bas 2 € par jour. On met ici 10 € par jour et 20 € par jour de l'autre côté, selon là où il est beaucoup plus rentable. On peut même décider de mettre en veille certaines campagnes ou bien certaines thématiques parce qu'au bout d'un moment, ce n'est plus rentable. Alors que si on avait tout mis au sein d'une même campagne, on serait obligé de mettre en veille juste le groupe d'annonces et puis le budget, on ne saurait pas exactement où il va.
Parce que le budget est réservé en fait pour l'ensemble des mots-clés de la campagne. Les mots-clés, dans la segmentation, il faut aussi les catégoriser de façon à répondre exactement aux besoins, de façon à répondre exactement à la demande. Nous avons ici le cas concret d'un annonceur en fait qui propose des vêtements hommes et des vêtements femmes. Il vend des jeans, des polos, des vestes, des robes et des jupes. Alors je fais comment pour la promotion des jeans pour hommes et la promotion des jeans pour femmes? Eh bien je suis obligé de faire une campagne vêtements hommes avec les mots-clés jeans hommes et une campagne vêtements femmes avec les mots-clés jeans femmes de l'autre côté. De sorte qu'en fait lorsqu'un internaute tape jean homme, il verra la campagne jean homme, jean femme, il verra la campagne jean femme. La difficulté viendra en fait en troisième niveau. Comment faire pour ces gens qui tapent jean? Je le rappelle, en search, on ne peut pas cibler les hommes et les femmes. En display, c'est possible. En search, on ne peut pas faire de discrimination, je vais dire, en séparant, en disant que voilà, que les hommes qui recherchent voient ceci, que les femmes qui recherchent. En display, on peut le faire, mais pas en search. Un homme peut très bien chercher des jeans pour femmes, ou bien des jeans pour enfants. Donc, le mot-clé jean, je ne sais pas quel produit promouvoir. Donc, je peux créer en fait une troisième campagne avec des extensions d'annonces. C'est là où vient en fait l'intérêt des extensions d'annonces. En disant, voilà, je mets directement le site, là, une page qui propose toutes sortes de jeans, et je mets une entrée jean homme, une entrée jean femme en termes d'extension, pour donner la possibilité à ces internautes qui cherchent tout simplement des jeans, sans pour autant le préciser, de savoir après que je propose toutes sortes de jeans, et éventuellement des jeans pour enfants. Alors, nous allons voir ensemble comment créer ces campagnes via l'interface web. La mise en place d'une campagne via l'interface web nécessite la maîtrise d'un certain nombre d'informations, mais aussi quelques connaissances techniques que nous allons voir ensemble ici. Petit rappel sur les paramètres de campagne élémentaires pour le search. Alors, c'est important de le préciser à chaque fois. Lorsque je lance une campagne, il faut que je choisisse le type de campagne. Search uniquement ou search avec display sélectif. Une campagne search peut aussi s'adresser à des personnes qui sont sur le réseau display. C'est ce qu'on appelle une campagne display sélectif. C'est une campagne hybride qui s'adresse à la fois au search et au display. Mais on peut choisir une campagne search uniquement. Donc, selon votre objectif, selon votre stratégie, vous pouvez avoir une campagne qui ne s'adresse qu'à des personnes qui recherchent, mais vous pouvez aussi avoir une campagne hybride, c'est-à-dire qui s'adresse un peu aux deux. À la fois à ceux qui recherchent, mais aussi à ceux qui naviguent à travers le réseau. Choisissez la zone géographique que vous souhaitez cibler, configurez le réseau de diffusion. Est-ce que vous voulez uniquement la recherche Google ou bien Google et ses partenaires? Les partenaires Google en France, vous avez le portail Orange et le portail Free. Et configurez ensuite la langue de diffusion de vos annonces. Vous finissez ensuite par configurer l'enchère et le budget, de façon manuelle ou de façon automatique, ainsi que la stratégie d'enchère. Que priorisez-vous? Les clics ou les conversions? Vous déterminez cela notamment à ce niveau-là. Les types de campagnes pour le search, je l'ai précisé tout à l'heure, search uniquement ou search et display sélectif. Le choix se fait au niveau de la création de campagne. Donc lorsque je clique sur le bouton plus campagne, je vois en fait le choix entre réseau de recherche avec display sélectif ou bien réseau de recherche uniquement. Nous avons décidé ici de créer une campagne réseau de recherche uniquement. Le sous-type de campagne détermine les paramètres et les options disponibles, tels que les types d'annonces que vous pouvez créer. Donc, lorsque je décide le sous-type de campagne, est-ce que c'est un sous-type standard, toutes les fonctionnalités, j'ai accès à un certain nombre d'informations, un certain nombre de fonctionnalités. La campagne recherche peut être une campagne d'installation d'application. Ça peut être une campagne intérêt pour une application mobile. Ça peut être une campagne avec des annonces dynamiques. Ça peut être une campagne appel uniquement. Donc c'est le sous-type de campagne qui va déterminer en fait ce qu'on va trouver au sein de ma campagne ici. Donc pensez à choisir réseau de recherche uniquement, mais aussi à préciser les fonctionnalités dont vous avez besoin. Parce qu'au-delà, en fait, vous ne pourrez pas utiliser certaines options. Donc ici, précisez déjà ce dont vous avez besoin. Recherche et display sélectif vous permet d'avoir les deux. Donc vous êtes à la fois sur le réseau de recherche, mais aussi sur le réseau display. Votre budget se balade sur les deux réseaux. Au niveau des paramètres de la campagne, vous pouvez choisir une zone géographique ou bien un rayon. Donc je souhaite cibler la France, tous les pays et les territoires, la France et d'autres territoires, certaines parties de la France, ou bien un rayon autour, par exemple, d'une ville ou bien d'une commune, ou bien d'un point. Je choisis aussi les réseaux de recherche, la langue de diffusion,
Les réseaux de recherche, je le précise, c'est la recherche Google, mais aussi les partenaires. Les partenaires, je les ai précisés tout à l'heure. En France, les plus connus sont le portail Free et le portail Orange, qui diffusent des résultats de recherche de Google. Je peux décider de ne pas apparaître sur ces portails, uniquement sur Google, mais le sens contraire n'est pas possible. C'est-à-dire, je ne vais pas faire une campagne search en disant je ne veux être que sur les portails partenaires de Google et pas sur Google. Mais je peux décider de n'être que sur Google et pas sur ses partenaires. Ensuite, la langue de diffusion. Attention, ici, c'est la langue du navigateur des internautes. Donc, les sites sur lesquels, notamment, vous allez diffuser. Cela n'a rien à voir avec le choix de vos mots-clés, ni la zone géographique. Et ensuite, on va dessiner la stratégie que je mets en place. Alors, comment je gère mon budget? Comment je gère mes enchères? J'ai déterminé mon budget, mais comment mes enchères sont gérées? Est-ce que Google gère automatiquement mes enchères en fonction de critères ou d'intérêts ou d'objectifs que je lui fixe? Ou bien je préfère les gérer manuellement? Ça aussi, c'est un choix à faire lorsque je configure une campagne sur le réseau de recherche. Une fois que j'ai choisi, je choisis l'enchère par défaut au niveau de mon groupe d'annonces notamment, mais aussi mon budget au sein de ma campagne. L'enchère par défaut est automatiquement appliquée à tous les mots-clés du groupe d'annonces, mais aussi au premier groupe d'annonces que je crée. Donc je dis à Google que je suis prêt à payer X euros ou bien X dollars par jour pour cette campagne, mais aussi combien je suis prêt à payer par clic pour les mots-clés qui seront contenus dans mon premier groupe d'annonces. Au sein des paramètres de la campagne, je dois aussi choisir les zones géographiques si je veux ajouter des informations géographiques à mes annonces. Est-ce que je veux faire la promotion d'une boutique physique qui appartient à ma marque ou bien à mon site web? Donc si j'ai un emplacement physique à promouvoir, je choisis de mettre ces informations-là géographiques à mes annonces, les informations géographiques. Cela passe notamment par la création d'un compte Google My Business qui me permet de gérer, par exemple, si je suis un réseau de restaurants, l'ensemble des emplacements physiques de mes restaurants sur mes annonces AdWords, de manière à montrer aux internautes les restaurants les plus proches de leur localisation géographique. Est-ce que je veux utiliser des liens annexes? Les liens annexes sont des portes d'entrée supplémentaires, comme je l'ai montré tout à l'heure pour les jeans, qui permettent en fait aux internautes d'avoir des portes d'entrée qui leur permettent d'aller dans des sections spécifiques du site internet. Est-ce que je vais mettre des boutons, des liens qui permettent de mettre en avant des numéros de téléphone à mes annonces, pour inciter notamment les internautes à me joindre directement par téléphone. Les extensions d'annonces sont de plusieurs types. Donc ici, je vous ai montré les principales extensions d'annonces. Ce sont des options facultatives, mais très intéressantes dans la mesure où elles contribuent à l'amélioration de votre score de qualité. Donc, ajoutez des informations professionnelles pertinentes à vos annonces pour non seulement donner plus de chances aux internautes de cliquer et d'aller très vite sur les résultats auxquels ils s'attendent, mais aussi pour améliorer votre score de qualité. J'enregistre mes choix une fois que je les ai faits et je passe maintenant à la création du groupe d'annonces. Alors, on vient de voir les paramètres essentiels qui permettent de mettre en place une campagne. On va voir la création en tant que telle du groupe d'annonces. Le groupe d'annonces, je le rappelle, c'est cette famille en fait qui va héberger en fait tous mes mots-clés, mais aussi mes annonces. Donc un groupe d'annonces, c'est un ensemble de mots-clés, d'annonces et d'enchères. Chaque campagne se compose d'un ou de plusieurs groupes d'annonces. Je définis l'enchère par défaut, combien je suis prêt à payer, mais je range aussi les mots-clés en fonction des annonces que je dois rédiger devant. Je vends des chaussures pour hommes et des chaussures pour femmes. Comme je ne peux pas rédiger en fait des annonces similaires, parce que je ne dirai pas la même chose aux hommes qu'aux femmes en termes de chaussures, je suis bien obligé en fait de ranger les chaussures pour hommes dans un groupe d'annonces et les chaussures pour femmes dans un autre groupe d'annonces. Si j'ai une seule campagne chaussures, bien sûr, je peux faire une campagne chaussures hommes, une campagne chaussures femmes. Mais au sein des groupes d'annonces, par exemple, je peux avoir ici des chaussures de sport et là-bas, par exemple, les derbies. Et là, à ce moment-là, je suis obligé de mettre des annonces différentes. Donc, si je dois mettre des annonces différentes, il est idéal d'avoir en fait des groupes d'annonces différents. De telle sorte qu'en fait, je pourrais être certain que les mots-clés qui sont contenus ici s'adressent exactement à la cible que je vise. Je passe à la création d'un groupe d'annonces. Pour aller plus vite, aujourd'hui, lorsque vous êtes sur l'interface de création d'une campagne, vous avez la possibilité de créer un groupe d'annonces en choisissant par exemple l'URL. Donc j'indique ma page de destination et Google va automatiquement me donner des idées de mots-clés.
lorsque je crée mon groupe d'annonces. Donc, je mets ma page de destination et j'ai des idées de mots-clés qui sont créés automatiquement dans mon groupe d'annonces. Et je mets un nom à mon groupe d'annonces et automatiquement, j'ai des mots-clés qui apparaissent. Google me propose des idées. Si j'avais fait le travail de tri qu'on a vu tout à l'heure, je le fais, importer ici. Si je ne l'ai pas, en fait, j'ai ici accès directement, comme vous le voyez ici, encadré en rouge, en fait, à une liste de mots-clés avec la volumétrie de recherche mensuelle que je peux directement importer ou pas, s'ils sont intéressants pour mon business ou pas. Et je donne un nom à mon groupe d'annonces, je choisis une enchère et je m'appuie sur les idées de mots-clés qui sont déjà apparues sur l'interface. Donc aujourd'hui, tout le processus de création d'une campagne, rien qu'avec l'interface, vous pouvez utiliser les différents outils que j'ai vus tout à l'heure, dont je vous ai parlé tout à l'heure, notamment l'outil de planification de mots-clés, sont des outils qui s'imbriquent en fait au fur et à mesure que vous créez votre campagne. Les mots-clés en fait ont aussi un ciblage. Alors, ça n'a rien à voir avec le ciblage de la campagne, ce sont des ciblages de mots-clés. En fait, dans quelle mesure voulez-vous que Google interprète les mots-clés que vous avez choisis? On appelle ça beaucoup plus précisément, dans un langage beaucoup plus professionnel, on va appeler ça correspondance des mots-clés. En fait, un mot-clé peut déclencher plusieurs requêtes de recherche. Le mot-clé, c'est ce que vous avez réservé. Ce n'est pas la garantie à 100% que c'est ce sur quoi vous allez apparaître. Pourquoi? Parce que selon la nature de la correspondance du mot-clé, Google se permet de vous faire apparaître sur des choses qui sont proches, éloignées ou exactes, ou similaires. Je m'explique. J'ai choisi le mot-clé chapeau femme. Je n'ai pas mis de signe de ponctuation devant, donc je considère que c'est une requête large. Google va interpréter cela en disant que cet annonceur veut aller chercher toutes les choses, toutes les occurrences qui sont autour de chapeau femme. Donc, ce sont les recherches contenant les fautes d'orthographe, les synonymes, des recherches associées et autres variantes pertinentes. Acheter chapeau dame, par exemple. Google interprète femme comme pouvant être synonyme de dame et dit que quelqu'un qui tape acheter chapeau dame peut être intéressé par votre produit. Il y a aussi le modificateur de requête large. Donc, c'est un signe plus qu'on met devant le mot-clé. En le mettant, en fait, on dit à Google qu'on veut forcément que le mot-clé devant lequel on a mis le signe plus soit inclus dans la requête de l'internaute. Donc, j'ai réservé le mot-clé plus femme, plus chapeau. Peu importe l'ordre. Il faudrait que femme et chapeau soient présents dans la requête pour que mon annonce publicitaire apparaisse. Donc, chapeau pour femme, même si c'est dans l'autre ordre, j'ai eu chapeau avant femme, Google affiche ma publicité. L'expression exacte. Donc, je mets des guillemets devant les mots-clés. Devant un chapeau femme, j'ai mis des guillemets. Google, en fait, fait apparaître ma publicité sur des recherches contenant une expression et les variantes proches de cette expression. Par exemple, acheter chapeau femme. Les personnes qui vont taper acheter chapeau femme, étant donné que chapeau vient avant femme et que j'ai choisi cette expression, peu importe le mot-clé qu'il y a avant ou après, il suffit que chapeau et femme soient accolés l'un après l'autre, donc chapeau avant femme, pour que ma publicité apparaisse. Donc acheter femme pour chapeau ne va pas faire apparaître ma publicité. Mais chapeau femme gratuit, par exemple, je verrai ma publicité. Le mot-clé exact, comme vous l'entendez, il est exact. Donc on met des crochets devant, où on choisit le ciblage correspondance mot-clé exact, et puis on n'apparaît plus. On n'apparaît que sur ça. Chapeau femme, il faudrait exclusivement que l'on ait tapé chapeau femme. Attention. Les variantes proches, notamment les singuliers, le pluriel, sont pris en compte par défaut. Donc, ce n'est pas parce que j'ai acheté chapeau avec X au pluriel que Google ne va pas me faire apparaître avec chapeau au singulier. Donc, c'est automatiquement pris en compte. Si je ne veux pas apparaître sur ce singulier-là, eh bien, je mets ce mot-clé comme mot-clé à exclure. Donc, les mots-clés à exclure contiennent aussi la même logique de correspondance que les mots-clés à ajouter. Un mot-clé à exclure donc, me permet de ne pas apparaître en fait sur ces requêtes. Dès lors que cette requête est inclue dans aujourd'hui ma requête, Google exclut automatiquement en fait cette requête. Donc dès lors que le mot-clé est inclus dans la requête, alors que je l'ai mis en mot-clé à exclure, Google exclut la visibilité de mon annonce. Nous allons voir dans cette partie comment rédiger des annonces pertinentes. Nous venons de voir la création de la campagne au niveau des configurations, le groupe d'annonces et ses différentes configurations. Nous avons vu aussi le choix des mots-clés au niveau des ciblages. Nous allons voir en fait ce que voient les internautes. Parce que tout ce dont nous avons parlé, c'est toute la petite machine qu'il y a derrière. Les internautes qui sont devant leur écran en fait ne voient pas votre choix de mots-clés ni le choix des ciblages. Ils voient les annonces. Alors comment faire en sorte pour afficher des annonces pertinentes? La création des annonces. Alors ici, nous allons vous montrer une petite vidéo tutoriel qui vous présente exactement la création d'une annonce
sur une campagne qui existe déjà. Alors, nous sommes sur une campagne. Nous allons choisir un groupe d'annonces qui existe au sein d'une campagne. Et nous allons choisir au sein de cette groupe d'annonces, de ce groupe d'annonces, en fait, l'onglet annonces qui va répertorier en fait les annonces qui existent déjà. Alors, au sein de cet onglet, en fait, on retrouve les annonces. On va cliquer sur le bouton plus annonce et créer une annonce textuelle. L'annonce textuelle aujourd'hui, c'est un titre et une ligne de description. Alors, ce sont des choses qui vont aussi évoluer. À partir de la fin du mois d'octobre, en fait, vous ne pourrez plus créer des annonces textuelles standards, c'est-à-dire des annonces avec un titre de 25 caractères et des lignes de description de 35 chacune. Ce sera des titres de 30 caractères sur chaque ligne et une description de 80 caractères, une description unique de 80 caractères. C'est ce qui va évoluer. D'ici là, vous pouvez encore toujours créer des annonces classiques. Donc un titre de 25 caractères, un titre attractif, de préférence contenant le mot-clé principal sur lequel vous avez communiqué au sein de votre groupe d'annonces. Une ligne de description qui va être le message le plus sexy possible, le message le plus attirant possible pour attirer au clic, inciter au clic, que vous pouvez mettre sur 2 lignes. Aujourd'hui, c'est possible. Donc pensez à mettre en avant ce qui va inciter les internautes à cliquer. Mettez en avant quelque chose qui incite et qui fait la différence face à vos concurrents. Attention à la césure. Aujourd'hui, lorsque vous rédigez, vous avez la possibilité de visualiser à quoi ça va ressembler d'avance. Et ensuite, une URL affichée. De quoi s'agit-il? Cela reprend la racine de votre site internet, donc ça ne change pas. Mais vous pouvez mettre au-delà du .com ou du .fr, en fait, un message marketing. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre exactement l'URL de destination ici. Donc la page vers laquelle vous allez renvoyer. Rappelez la racine du site, donc ça vous ne pouvez pas tricher avec, vous ne pouvez pas modifier avec cela. Mais à partir du slash que vous allez mettre en fait à la fin, donc une fois que vous avez mis la racine du site, vous pouvez mettre un message marketing en fait qui va attirer ou bien inciter au clic. Si vous avez par exemple un site en promo. Et en fin de compte, vous allez mettre maintenant l'URL, la véritable page destination vers laquelle vous allez renvoyer pour les visiteurs de votre site internet. Aujourd'hui, le site internet peut directement, la page d'affichage peut différer en fait de la page, l'URL d'affichage peut différer de la page destination aujourd'hui. C'est cette possibilité que vous avez. Alors j'espère que c'est clair et que ça vous permettra notamment de mettre en place des campagnes pertinentes. Je le rappelle, à partir du 26 octobre, nous passons sur des annonces exclusivement étendues, sur le nouveau format. En ce moment, vous pouvez encore choisir des annonces avec des titres de 25 caractères et des lignes de 35 caractères chacune, des lignes de description ainsi que la ligne d'affichage. Très prochainement, vous aurez 2 titres de 30 caractères et une seule ligne de description de 80 caractères au maximum. J'espère que ça a été clair à ce niveau-là. On va ensuite, une fois qu'on a créé l'annonce, vérifier la redirection en fait. Alors, 4 questions essentielles à se poser afin d'évaluer la pertinence de la page destination. Vérifier la redirection, ce n'est pas seulement s'assurer que la page s'affiche en fait. Très souvent, on me dit oui, effectivement, la page, j'ai vérifié, elle s'affiche. Ce n'est pas seulement cela. Alors, est-ce que la page répond réellement à la recherche de l'internaute? Quand elle arrive, qu'est-ce que l'internaute doit faire? Est-ce qu'il arrive à le faire correctement? Et quels sont les objectifs de cette page destination? Si c'est une page qui est destinée à faire remplir un formulaire, est-ce que le formulaire est plutôt visible? Ou bien est-ce qu'il y a un bouton « Contactez-nous » qui permet d'arriver sur le formulaire? Réfléchissez aux mots-clés, réfléchissez à ce que vous avez dit sur l'annonce et maintenant vous allez vérifier si la page destination est importante et pertinente. Pourquoi? Parce que si la page destination n'est pas pertinente, si vous vendez des chaussures et que la page, rien ne permet de voir le prix de la chaussure, d'ajouter au panier et d'acheter la paire de chaussures, vous ne ferez jamais de vente. Donc AdWords doit aussi, lorsque vous gérez des campagnes AdWords, assurez-vous aussi que les pages destination vers lesquelles vous renvoyez répondent, en tout cas en partie, aux besoins des internautes de façon exacte, claire et précise. Vérifiez systématiquement la redirection, assurez-vous que vous êtes pertinent par rapport à ce que vous avez annoncé. Ça vous permet d'avoir un meilleur score de qualité, certes, mais ça vous permet aussi d'assurer le taux de conversion derrière. Pour des annonces textuelles efficaces,
réfléchissez à des arguments de vente ou à vos avantages concurrentiels. Mots-clés banque en ligne, mettez en avant soit des tarifs, des promos en cours, la largeur des choix, l'expertise de votre annonceur, l'exclusivité, la limitation de l'offre dans le temps, 80 euros offert à l'ouverture. Si c'est valable pendant un mois, dites-le. La géolocalisation, une banque par exemple à Paris, une banque à Marseille, vous pouvez mettre ça en avant sur les annonces. Et surtout des call to action. Il faudrait que l'internaute voit clairement ce qu'il peut faire. Inscrivez-vous, ouvrez un compte dès maintenant, contactez-nous, demandez un devis, découvrez, essayez, testez pendant X temps. Mettez un call to action, c'est-à-dire quelque chose qui incite l'internaute à faire quelque chose. On fait la promotion, mais qu'est-ce qu'il fait après? Il a lu la promotion. La carte bancaire gratuite, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre un compte, il bénéficie de l'offre, donc mettez-lui un bouton call to action. Il clique en sachant qu'est-ce qu'il va trouver derrière. Exploitez aussi les extensions d'annonces pour inciter à plus de clics. Les extensions d'annonces permettent d'avoir un niveau de visibilité beaucoup plus grand. Donc exploitez ces extensions pour mettre en avant des informations. En ligne, comment ça marche? Certainement, les gens vont se poser des questions. Mettez cela en avant. Donc cela permettra d'aller directement sur le comment ça marche. Don à MSF en ligne. Je veux faire un don pour les catastrophes naturelles, je veux faire un don pour les crises humanitaires, je veux lire les actualités de MSF en vidéo, je veux consulter les actualités de MSF en vidéo. J'ai des boutons, en fait, j'ai des liens annexes qui me permettent d'aller directement vers le contenu qui m'intéresse. Parfois, une annonce peut pouvoir répondre en fait à plusieurs besoins. Donc, les différents besoins auxquels vous voulez répondre, vous pouvez utiliser cela, utiliser les extensions d'annonce. Le mot-clé jean, je vends des jeans hommes, femmes et enfants. Donc je mets une annonce générique sur les jeans, mais je mets des portes d'entrée femmes, hommes et enfants. Attention, les extensions d'annonce ne sont visibles en fait que lorsque vous êtes en position premium. Donc plus vous descendez, moins vous les perdez. Donc les 3 premiers longs, le 4e a très rarement des extensions d'annonce. Presque pas. Exploitez aussi la ponctuation pour une césure optimale. La ponctuation d'une annonce aujourd'hui, c'est de se dire, en fonction de là où je mets un point ou pas, en fonction de la longueur de mon texte, il est tout à fait possible en fait que les internautes ne voient pas la même chose. Aider à produire de l'OCN, je mets un point pour pouvoir différencier en fait les deux lignes. Mille et une fontaines, OCN, aider à produire de l'OCN, je mets un point pour pouvoir mettre clairement don déductible des impôts sur une autre ligne. Sinon, j'aurais eu en fait le tout sur la même ligne et ce serait peut-être pas forcément bien lisible. Donc, jouer sur la ponctuation. L'avantage qu'on a aujourd'hui en rédigeant les annonces sur cet outil, c'est qu'on a la possibilité de voir à quoi va ressembler l'annonce sur les pages de résultats de recherche. Faites attention au format de description sur une même ligne. Si je ne mets pas de césure, en fait, aider à produire de l'OCN, don déductible des impôts. Vous avez vu en fait la différence entre cette ligne et celle-ci. Ici, j'avais mis un point. J'ai automatiquement cette description qui s'est rajoutée à la première ligne. Je ne mets pas de point. La description descend sur une autre ligne, mais en fait, s'accompagne du reste de l'annonce, en fait, et finalement, la lecture est un peu plus difficile. Donc, la ponctuation est parfois efficace pour vous avoir une lecture optimale auprès des internautes. Pensez aussi à vérifier régulièrement vos paramétrages de campagne avant de lancer la campagne, mais une fois aussi que la campagne est en cours, ou bien une fois que vous avez récupéré un compte client, vérifiez les paramétrages de la campagne, comment la campagne est réglée. Examinez la campagne pour vous assurer que tout est bien en place. Une fois que vous avez créé votre groupe d'annonces, vous avez créé votre annonce, vous avez un bouton examiner votre campagne qui vous fait un récapitulatif de tout ce que vous avez mis en place. Ça vous permet de mesurer, de vérifier est-ce que tout est en place, qu'est-ce que j'ai oublié, qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce qui n'est pas bien mis en place. Et l'idéal, c'est de pouvoir, à partir de ces informations-là, avoir une campagne saine. Je revérifie le budget, je revérifie les paramétrages de ciblage, les réseaux, la langue, les estimations quotidiennes de performance. Et je peux maintenant terminer ma configuration et mettre en veille la campagne jusqu'au jour du lancement ou bien jusqu'à ce que le client valide en fait ces choix que j'ai créés avant d'activer la campagne. Nous venons donc de voir ensemble comment lancer une campagne AdWords. Nous avons vu le choix des mots-clés, la rédaction des annonces, le ciblage des campagnes, les groupes d'annonces. Tout cela est très bien beau, très beau, on va dire. Mais comment s'assurer maintenant que eh bien, ma campagne fonctionne? On m'a confié 5 000 € de budget. J'ai créé un groupe d'annonces ou des groupes d'annonces, j'ai créé des campagnes, j'ai mis des enchères.
Ça y est, la campagne est partie. Eh bien, comment je fais pour savoir que je suis en train de faire ce que le client m'a demandé de faire? Ou bien je suis en train de réaliser une bonne campagne de bonne performance. L'avantage de la publicité digitale, c'est de pouvoir mettre en place des éléments de mesure. On peut savoir exactement ce que chaque euro investi a rapporté en termes de clics, visites, chiffre d'affaires, opportunités de business, génération de leads, remplissage de formulaires, demande de catalogue, demande de rendez-vous. Tout cela est mesurable aujourd'hui. Cela est mesurable dans AdWords par une information qu'on appelle conversion. Alors la conversion, ce n'est pas seulement l'achat, c'est précisé. C'est important de le préciser. Une conversion ne veut pas forcément dire une vente, ne veut pas forcément dire un achat. La conversion, ça peut être en fait tout ce qui est important pour votre business ou bien pour le business de votre client. L'achat, une page clé du site, le téléchargement d'un livre blanc, la consultation d'un formulaire ou bien le téléchargement d'un document important, le clic vers un lien référent. Je suis par exemple un site de référence qui, selon les pathologies des clients ou bien des prospects, les renvoie vers le site d'un médecin spécialiste dans une discipline bien donnée. Donc le clic depuis mon portail pour aller vers la page de ce médecin peut être une conversion pour moi. J'ai accompli mon objectif à partir du moment où j'ai pu renvoyer ceux qui avaient des problèmes de vue vers le site d'un ophtalmologue, par exemple. À partir de ce moment-là, je me dis, voilà, qu'est-ce qui est une conversion pour moi? Et je mets en fait des indicateurs qui permettent de mesurer la pertinence de mes actions. Vous avez deux moyens de créer des objectifs de conversion dans AdWords. Vous pouvez le faire depuis Analytics, qui est la solution de mesure d'audience, ou bien depuis AdWords. Dans la partie Google Analytics, vous pouvez ajouter vos objectifs. Et dans la partie conversion, vous pouvez créer un objectif de conversion AdWords qui va générer une balise à installer sur votre site web. Donc si vous avez fait la liaison AdWords et Analytics, vous pouvez le faire directement depuis la rubrique outils. Vous aurez la visibilité dans l'onglet Google Analytics. Sinon, si vous voulez le faire depuis AdWords, vous pouvez créer un code de conversion que vous allez poser sur la page. Dans AdWords, donc, vous pouvez mesurer plusieurs types de conversion. Le site web, donc effectuer exactement le suivi des achats, des envois de formulaires et autres actions en ajoutant la balise à votre site web. Donc, je veux mesurer les performances de mon site web par exemple. Donc je vais ajouter une balise à mon site web. Je veux mesurer les performances de mon application. Il existe aussi, c'est un choix qui existe. Donc dans l'onglet outils, création de conversion, je peux choisir le type de conversion que je veux suivre. Est-ce que c'est des conversions sur un site web, sur une application? Est-ce que ce sont des appels téléphoniques que je veux traquer? Ou bien est-ce que je veux importer en fait des conversions offline sur mon site? C'est aussi possible. Je peux avoir un site par exemple qui permet de faire des réservations. Je suis un site de réservation d'outils par exemple pour aller faire du ski en montagne. Les personnes, une fois arrivées, se rendent sur la station de ski avec un numéro de commande et payent en espèces ou bien en carte bancaire. Tous les mois, je peux faire des rapprochements entre le numéro de la réservation et le chiffre d'affaires qui a été réellement payé en magasin physique et importer ces données-là pour pouvoir faire remonter les informations des chiffres d'affaires et bien sur mes campagnes AdWords. Et là, je verrai la rentabilité. Vous avez aussi la possibilité de prévisualiser et de diagnostiquer vos annonces. Pourquoi je ne suis pas visible? Alors, il y a un outil qui permet de savoir pourquoi vos annonces ne sont pas visibles et où est-ce que vous êtes visible et est-ce que vous êtes visible ou pas. Il faut systématiquement éviter de taper vos mots-clés directement sur le moteur de recherche. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de créer une impression sans clic. Tout à l'heure, on a vu que le taux de clic était important sur le score de qualité. Donc, en créant des impressions sans clic, vous êtes en train de dire à Google que vous n'êtes pas pertinent et donc de déclasser votre score de qualité. Donc, tous ces clients qui vous appellent tous les matins en disant « Oui, j'ai tapé mon mot-clé, j'ai pas vu mon annonce », déjà, c'est normal parce qu'en fait, étant donné qu'ils ne cliquent pas au bout d'un moment, ils ne verront plus leurs annonces. Mais aussi, c'est dangereux pour eux parce qu'ils sont en train de déclasser en fait leurs annonces. Donc, utilisez plutôt cet outil qui s'appelle Ad Preview, accessible à l'emplacement que vous voyez sur le lien à l'écran. Donc, google.fr/Ad Preview. Cet outil vous permet de voir en fait les résultats de recherche dans un secteur bien déterminé. Si vous êtes par exemple un annonceur basé à Perpignan et que votre client est à Bordeaux, il ne fait de la communication qu'autour de Bordeaux. Donc vous n'allez pas prendre à chaque fois un billet de train pour aller sur Bordeaux et vérifier ce qui se passe. Avec Ad Preview, vous voyagez sans billet. Depuis votre ordinateur à Perpignan, vous pouvez savoir exactement ce qui se passe en fait en ce moment à Bordeaux. Donc voir si ces annonces sont diffusées. Si elles ne sont pas diffusées, vous avez un petit onglet diagnostic qui vous permet de savoir pourquoi exactement. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas de budget? Est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas suffisamment pertinent? Pourquoi vous n'êtes pas diffusé en ce moment-là?
Merci à tout le monde, j'espère que ça a été clair aujourd'hui et que vous avez pu avoir l'ensemble des informations qui vous permettent de lancer votre première campagne AdWords. Continuez à vous former sur le site de la formation Google Partners que vous voyez à l'écran. N'hésitez pas à suivre les autres vidéos de formation qui vous permettent d'en savoir un peu plus. J'espère que vous en avez appris un peu plus aujourd'hui sur le lancement des campagnes Search. Je vous donne rendez-vous à très bientôt sur d'autres vidéos, notamment sur le display, le mobile, YouTube et éventuellement sur le remarketing et shopping. Je vous dis à très bientôt. Merci de votre attention. Au revoir.